Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve qu'on vit une époque étrange. On nous répète qu'il faut faire des enfants, le réarmement démographique, mais on ne veut plus voir leur enfance. Dans les trains, dans les restaurants, dans l'espace public, les enfants deviennent un problème à gérer, une nuisance à faire taire, parfois même une population à exclure. Je sais que vous voyez de quoi je parle. Et derrière ce rejet, il y a quelque chose de plus grave, une société qui ne sait plus faire de place à sa source première, l'enfant. Cette semaine, avec Stéphanie Descleb, fondatrice du podcast Les adultes de demain, on parle exactement de ce sujet, de la place des enfants dans notre monde, de l'individualisme qui nous coupe des autres, de l'épuisement des parents, des injonctions contradictoires et du fait que ce sont encore les femmes, malheureusement, qui encaissent le plus les conséquences de cette invisibilisation des enfants. Stéphanie Descleb s'engage depuis des années autour de l'enfance et elle défend une idée simple mais radicale, malheureusement encore dans ce monde. Une autre éducation est possible et surtout une autre société est possible si on accepte enfin de remettre les enfants au centre. Dans cet épisode merveilleux, vous allez peut-être réussir à changer de regard vous aussi, même si je suis convaincue que vous l'avez déjà, ce regard qui change, mais peut-être que vous pourriez aider avec nous ensemble à faire changer la société de regard autour de l'enfance. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Stéphanie. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que tu es en plein postpartum et d'habitude j'aime bien te laisser tranquille les jeunes mamans, mais tu as de l'énergie encore un petit peu. Mais oui, j'ai de l'énergie. En plus, je sais que tu seras indulgente. Oui. Si tu as du brouillard qui arrive, tu peux me le dire, je comprends. Je sais de quoi, je sais ce que c'est. J'ai une première question pour toi parce que je la pose pas souvent et je devrais en fait. Je suis en train de me dire, c'était comment ton enfance ? Alors, par où commencer ? Non, moi, ce que je dis souvent sur mon enfance, c'est que j'ai eu le privilège de l'enfance heureuse. Et je pense qu'en effet, malheureusement, aujourd'hui, c'est quand même de l'ordre du privilège d'être un enfant heureux, dont les besoins ont toujours été respectés. Et tu vois, bon, je vais te la faire rapide, mais moi, j'ai eu des parents qui ont été très avant-gardistes sur leur modèle éducatif. Et en fait, moi, je suis née en 1992 et mes parents avaient déjà beaucoup lu, tu vois, tout ce qui était Maria Montessori, psychologie de l'enfant, neurosciences, etc. Et donc, j'ai toujours évolué dans un environnement hyper bienveillant, dans une grande tribu parce qu'on est 5 enfants. Et à côté de ça, en plus, j'ai une scolarité très heureuse parce qu'ils ont créé une école pour mes frères et sœurs et moi où justement, il y avait cette envie de respecter notre singularité, notre autonomie, etc. Donc, j'ai vraiment vécu dans une bulle de bienveillance et d'amour jusqu'à ce que je devienne adulte. Ce qui est fou quand même, c'est que déjà, tu le dis, tu as eu une enfance heureuse et malheureusement, c'est pas la norme. Mais c'est que tu as eu des parents qui ont créé une école pour tes frères et sœurs et toi. Alors ça, on est encore dans un autre niveau de ce n'est pas la norme. Clairement, parce qu'en plus, ils venaient pas du tout du milieu de l'éducation. Enfin, ils se sont vraiment formés sur le tas. Ma mère, elle a découvert Maria Montessori, ses écrits, avec l'arrivée de mon frère aîné. Et elle s'est dit, moi, j'ai pas aimé l'école. Mon père, pour d'autres raisons, je pense, n'a pas non plus adoré sa scolarité. Et ils se sont dit, bah tiens, si on crée une école. Et au début, ça devait être qu'une école maternelle. Et en fait, au fur et à mesure du temps, avec mon frère qui grandissait, ils se sont dit, maintenant, on va ouvrir une primaire, un collège et un lycée. Et donc, en fait, ils ont été les premiers à créer cet établissement de la maternelle jusqu'au baccalauréat Montessori. Ça n'a pas été que pour tes 4 frères et sœurs et toi. Non. Il y a évidemment d'autres enfants qui sont venus, qui ont adhéré au projet. Ouais. C'était dans les années 90. Ouais.
c'était novateur dans les années 90. Tout à fait. Ou il y en avait d'autres. C'était hyper novateur. La pédagogie Montessori n'était pas du tout connue. D'ailleurs, moi, ça me fait beaucoup rire parce que après, moi, je me suis dirigée vers des études type économie, gestion, école de commerce, etc. Et à chaque fois que je disais que j'avais fait une école Montessori, on me disait Montessori, qu'est-ce que c'est? Et 10 ans après, hyper drôle, c'est devenu hyper connu. Alors que, tu vois, à l'époque, pas du tout. Et d'ailleurs, on disait souvent à mes parents qu'ils étaient en train de créer une secte, qu'ils allaient marginaliser leurs enfants, qu'on serait incapable de s'adapter au monde extérieur et que globalement, ils perdaient la tête. C'est vrai que tu as l'air vraiment incapable de t'adapter au monde extérieur. Je tiens à le préciser en te regardant. C'est tout à fait ce que je me suis dit quand je t'ai rencontrée. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans l'éducation que tu as reçue? En fait, ce qui m'a le plus frappée, c'est une fois, tu vois, que je suis sortie de cette bulle de bienveillance, de respect de l'enfant et de ce regard, tu vois, qu'on a eu à notre égard de vous êtes des enfants, on vous écoute, etc. Moi, je pense que j'ai vraiment senti que j'avais vécu quelque chose d'à part quand en fait j'ai démarré mes études supérieures et où en fait j'entendais les récits des uns et des autres, ou même je me confrontais, tu vois, même dans les études supérieures, à d'autres modèles de transmission, d'éducation, etc. Et c'est là où je me suis dit waouh, en fait, c'est pas du tout la norme. Enfin, j'ai vécu quelque chose vraiment de l'ordre de l'exceptionnel. Alors, même si, évidemment, mes parents ont fait des erreurs comme tous parents, qu'il y a des moments dans ma scolarité où, bien sûr, j'ai eu des doutes, du stress, etc. Mais on a toujours voulu développer notre confiance en soi, notre autonomie. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'on nous a toujours rappelé ce principe que la réussite académique ne fait pas tout et que la réussite personnelle est bien plus importante. Et en fait, c'est ce qui est très beau aussi, je trouve, avec cette pédagogie Montessori, c'est qu'on travaille pour soi et on ne travaille pas pour les autres. Et ça, tu vois, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée à l'université, où on commençait à retomber dans des systèmes de classement, de qui est le meilleur, le moins bon. Moi, j'avais jamais vécu ça, tu vois. Moi, on m'a toujours appris, tu travailles pour toi-même et tu ne travailles pas pour les autres. Et donc, c'est à partir de là où je me suis vraiment dit, bon, clairement, j'ai pas du tout vécu ce que les autres ont vécu. Tes parents, ils n'ont pas eu envie de créer une université après pour vous? C'était déjà beaucoup. Ils se sont dit, c'est bon, là, on a fait notre taf, les gars. Débrouillez-vous. Non, et en plus, c'est quand même compliqué de gérer une école. C'est une très belle histoire, mais au quotidien, ça reste une aventure entrepreneuriale. Le système hors contrat en France reste quand même assez critiqué ou pas très soutenu par l'État. Donc non, c'est hyper compliqué. Est-ce que tu avais des amis en dehors de ton cercle éducatif, de l'école, et donc tu voyais un petit peu cette différence de choix d'éducatif, ou ça t'est vraiment venu ce choc à l'université? Non, en fait, je le sentais déjà quand j'étais dans l'école de mes parents, parce que souvent ce qui se passait, c'est qu'ils récupéraient beaucoup d'enfants assez cassés par le système, et c'est ce qui est souvent assez triste. C'est des témoignages, de nombreux témoignages que j'ai eus, tu vois, à ce sujet de créateurs d'écoles hors contrat, Montessori, etc. C'est que souvent, malheureusement, les parents perçoivent ces établissements comme un peu l'école de la dernière chance. On a tout tenté dans le système classique. Alors après évidemment, une école hors contrat, ça reste un coût et c'est non négligeable pour des familles. Mais c'est vrai que souvent on se dit, c'est le dernier recours, mon enfant ne s'est pas fait au système éducatif traditionnel, donc on va tenter cette voie-là alternative. Et donc c'est vrai que moi, tu vois, dans ma classe, je voyais souvent des jeunes, et notamment l'adolescence, tu vois, je pense souvent fin collège, début du lycée, des jeunes qui avaient été cassés par le système, tu vois, type phobie scolaire, etc. Et donc là, je comprenais que, tu vois, c'était pas la même chose pour tout le monde. Et donc, en effet, j'étais confrontée et j'entendais des discours de violence, etc. Pourquoi, après, est-ce que toi, tu as voulu en faire aussi ton métier, l'éducation? Est-ce que tous tes frères et sœurs sont dans la même voie, ou ce n'est que toi? Non, alors on est nombreux à avoir choisi cette voie-là. J'ai
2 frères et sœurs qui ont créé aussi des écoles Montessori. Moi, comme je te le disais, j'ai suivi un parcours académique, économie, gestion, école de commerce. Je pense que, en fait, j'avais du mal, moi, à trouver ma voie, donc j'avais choisi quelque chose de généraliste. J'avais le profil assez bon élève, scolaire, etc. Et donc, j'ai bossé, tu vois, plusieurs années dans une grosse boîte en suivant un peu ce parcours tout tracé qu'on connaît bien quand on est la bonne élève. Mais rapidement, je me suis sentie, j'utilise souvent l'expression en prison dorée, en cage dorée, parce que en fait, c'était une entreprise où je gagnais très très bien ma vie, où je montais les échelons facilement, mais où pour autant, j'avais un vide de sens immense. Le Covid est passé par là et je fais partie de ces nombreuses personnes, je pense, de ma génération qui ont subi de plein fouet cette pandémie, dans le sens de la vie peut basculer du jour au lendemain. C'est maintenant ou jamais, en fait, qu'il faut que je suive mon cœur, mes convictions, etc. Et en fait, je sentais que j'avais vraiment envie d'avoir une voix plus engagée, plus sociale. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion de cette parenthèse de vie qu'on a vécue avec la pandémie pour entamer une transition pro. Et alors, je l'ai fait très, très progressivement parce que, tu vois, le podcast, il a 6 ans. Et je l'ai démarré quand j'étais encore en entreprise. Mais ça m'a permis tout doucement, tu vois, de glisser vers ce terrain de l'éducation puis de l'enfance. Dans ton podcast qui s'appelle « Les adultes de demain », tu fais évidemment la part belle aux enfants, à l'enfance et à cette volonté qu'on a en commun de vouloir leur offrir un meilleur monde possible et en tout cas de les amener vers une vie adulte où on les aura respectés dans l'enfance. C'était quoi le but pour toi à la base ? Alors, je t'avoue que je pense que le but, à la base, était très intime et personnel. Je devrais pas le dire, mais si, en fait, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, j'ai quand même cette histoire familiale qui est assez fabuleuse. Enfin, elle est assez, comme tu le disais, elle est peu commune. Et donc, je me disais, est-ce que c'est pas à mon tour aussi, tu vois, de créer une école ou de devenir enseignante ? Et en même temps, je sentais que c'était pas exactement ça ce que je voulais faire. Donc, je me disais, tiens, pour un peu tâter le terrain, et j'écoutais énormément de podcasts à l'époque. J'étais pas encore mère. Et en même temps, je voyais que ma mère, elle avait tellement de choses belles à dire sur l'éducation, sur son expérience, etc., que je me suis dit, tiens, on va creuser un peu tout ça. C'est un peu une forme de thérapie, tu vois, en créant ce podcast. Parce que je trouve que toute la beauté du podcast, c'est qu'on peut se lancer en autodidacte, même si souvent j'avais un peu le syndrome de l'imposteur de je suis pas journaliste, je suis pas spécialiste de l'éducation. Je sentais que dans ce milieu-là, c'était acceptable, tu vois, de me lancer sans avoir été formée. Et en fait, très rapidement, j'ai pris beaucoup de plaisir d'abord à rencontrer des personnes, tu vois, aussi engagées et en quelque sorte, tu vois, entre guillemets, sublimer, faire connaître leur travail, tu vois, ça me touchait vraiment profondément. Et je suis quelqu'un, tu vois, d'assez curieux, etc. Donc, de pouvoir creuser dans l'intimité de ces personnes, dans leur travail au quotidien, vraiment, ça m'a plu. Par contre, je sentais, tu vois, quand même que j'avais pas encore trouvé exactement la ligne éditoriale du podcast qui me plaisait. Et ça, peut-être qu'on en reparlera, mais tu vois, il y a eu un glissement au fur et à mesure des années sur les adultes de demain. Ce podcast qui avait démarré très sur des thématiques éducation, parentalité, pédagogie alternative, beaucoup aussi nourri par le travail de ma mère, qui est devenue une experte assez reconnue en France sur la pédagogie Montessori. Très vite, en fait, ça a glissé vers une ligne éditoriale beaucoup plus engagée et plus large, politique, sur la place de l'enfance. Et justement, il y a quelques semaines, tu as interpellé la SNCF par rapport à leur classe Optimum. Enfin, beau jeu de mots quand même sur cette classe Optimum. Donc, une classe qui n'autorise pas l'accès dans leur wagon aux enfants. Tu l'as fait de manière assez spontanée. Ouais. C'était pas du tout un post travaillé ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Ça t'a interpellé, ça t'a agacé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu pointer du doigt cette politique-là d'exclusion des enfants dans une partie de leur wagon ? La tendance No Kids, en fait, elle m'intéresse et elle m'interroge, moi, depuis quelques temps. Il y avait eu ce sondage Odoxa Loumédia. Tu sais, 54% des parents seraient favorables à des espaces No Kids. Et vraiment, moi, ça m'interroge profondément que notre société en arrive là. Et je voyais bien depuis quelques mois que c'était une tendance de plus en plus décomplexée, de plus en plus admise et qui gagnait du terrain, même si pour le moment, on dit que c'est assez marginal, tu vois, dans les lieux touristiques, etc. en France. Quand même,
On voit que, et on l'a vu, on en reparlera sur cette polémique, qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui y sont favorables. Et donc, je travaille moi maintenant avec, tu vois, plusieurs personnes dans l'associatif, etc., qui sont aussi, tu vois, très engagées sur ce sujet-là. Et donc, régulièrement, on échange là-dessus et on reçoit ce mail, tu vois, de la SNCF, classe optimum. Et je vais creuser sur la liste des avantages. Et en fait, c'était très facile de retrouver cette phrase. Souvent, on me dit, mais comment tu as trouvé ça? Mais au final, c'était vraiment sur la page, tu vois, directe de promotion de cette classe optimum. Et il y avait cette phrase: pour le confort de tous, les enfants sont interdits. Et je sais qu'au sein de ma communauté, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers le podcast, cette tendance No Kids, collectivement, elle pose beaucoup de questions. Et donc, je me suis dit, c'est l'opportunité en fait d'en discuter, d'en débattre et surtout de faire entendre que c'est pas normal de la part d'un service de transport si plébiscité par les familles d'être en faveur de cette tendance-là No Kids. Et donc après, mais comme je te le disais en off, c'est que moi je l'ai écrit, je suis en plein postpartum, je l'ai écrit chez moi, en pyjama, en me disant, bon bah voilà, intellectuellement, moi ça me nourrit beaucoup d'écrire, de décrypter ces tendances-là, je vais le poster, je vais en débattre avec ma communauté et on va s'arrêter là. Et non. La machine médiatique, elle s'est emballée très très rapidement derrière. Parce que moi je me souviens, liker ton post le matin et 1 heure après, il y en avait partout. Enfin, la plupart des médias avaient repris, les maternelles l'ont d'abord repris et ensuite ça a vraiment fait effet boule de neige. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Comment tu l'analyses? Pourquoi est-ce que ça a autant résonné au final? Alors, ce qui s'est passé, je pense que déjà, le post a trouvé autant d'écho grâce au post que les maternelles ont fait quelques heures après. Et ça, je les remercie vraiment sincèrement parce qu'en plus, ils ont tout de suite cité mon travail. Ils auraient très bien pu se dire, bon, bah, nous aussi, on a eu accès à ce mail et on en parle. Et donc, tout de suite, ils ont relayé le message. Et je pense qu'en effet, avec la force de frappe des maternelles, les médias ont pu s'imprégner de cette information. Et en effet, ça a eu un écho médiatique auquel je ne m'attendais pas du tout. Enfin, tu vois, le lendemain, je pense que j'ai fait 6 ou 7 plateaux sur la même journée. Mon téléphone sonnait sans cesse. D'ailleurs, je me demande toujours comment est-ce qu'ils ont trouvé mon numéro de portable. Mais voilà, mon téléphone portable sonnait sans cesse. Et je pense que ça a suscité un tel engouement parce que je pense que les voyages en train cristallisent beaucoup de choses pour les familles et que, mine de rien, il y a une réelle appréhension de la part des familles de voyager en train avec leurs enfants. Et en fait, tu vois, je pense qu'il y a assez peu de parents au final qui le disaient à haute voix, que c'était difficile de voyager en train avec leurs enfants, que du coup ils étaient obligés de mettre en place et de prendre des choix éducatifs souvent à contre-cœur. Tu vois, moi il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah malheureusement moi j'étais pas pro écran et j'ai dû mettre mes enfants sur la tablette maintenant pendant tout le trajet en train parce que j'ai trop peur du regard des autres. Donc, je pense qu'en effet, ça a cristallisé beaucoup d'émotions côté famille. Et encore une fois, je pense que la tendance No Kids, elle est assez décomplexée et elle polarise beaucoup. Et donc, je pense que c'était une opportunité de plus qu'on débatte sur un sujet de société qui n'est pas anodin et qui, mine de rien, est extrêmement symbolique à l'égard de la place qu'on accorde aux enfants dans notre société. Tu retiens quoi, du coup, de cette exposition médiatique qui a été très forte sur ce sujet-là? Tu vois, ça dit quoi aussi de ce qui se passe en ce moment? Moi, je trouve que c'est une magnifique opportunité. Je pense qu'il y a un réel ras-le-bol de la place qu'on offre actuellement au sujet de l'enfance, que ce soit au niveau politique, mais tu vois, même plus généralement dans la société. Je pense qu'il y a un véritable ras-le-bol de l'invisibilisation que vivent les enfants et du fait que ça a évidemment des répercussions directes sur les familles et sur les femmes en premier. Et donc, je pense que c'est une très belle opportunité pour que on dessine, tu vois, de nouvelles solutions ensemble. Moi, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est que je suis persuadée qu'une société plus vivable, mieux pensée à hauteur d'enfant, est une société désirable pour tous. Et dans un contexte, peut-être qu'on en reparlera, de dénatalité, où en fait, on nous assène d'injonctions de il faut absolument faire plus d'enfants, réarmement démographique. À côté de ça, on vit dans des espaces qui sont de plus en plus exclusifs pour les enfants, qui les excluent de plus en plus, un espace public qui n'est pas pensé pour eux. Et ça a encore une fois des répercussions immenses sur les familles. Moi,
moi, je ne cesse de le dire, c'est aujourd'hui très difficile d'être parent dans notre pays. Les parents souffrent d'un véritable épuisement. Et je trouve que toute cette affaire, c'est une magnifique opportunité pour se dire ça y est, je pense qu'on a vraiment atteint la limite. C'est qu'une partie émergée de l'iceberg. En fait, cette tendance No Kids, c'est un symptôme parmi tant d'autres de la crise que traverse l'enfance, la parentalité, etc. Et donc maintenant, mettons-nous en action pour que les choses changent. Parce que dans cette polémique, la SNCF t'a répondu, a changé le phrasé de la classe optimum, c'est-à-dire que c'est plus les enfants sont interdits pour le bien-être de tous, et on considère, je ne sais plus comment ils l'ont tourné, mais c'est interdit au moins de 12 ans. Au moins de 12 ans, ouais. Mais il n'y a plus cette notion de interdit. Les enfants, ils ont subtilement un peu changé leur phrasé. Et toi, ce que tu soulignais très justement, c'est pas tellement ça, là, le souci, c'est pas le phrasé, c'est vous continuez d'exclure une catégorie sociale tout en n'offrant pas un espace dédié aux enfants qui serait adapté à leur motricité, à leur développement, à leurs besoins, qui ferait que sûrement personne se serait focalisé en plus sur le fait qu'il y aurait une classe réservée aux télétravailleurs, si par ailleurs il y avait un endroit dédié aux enfants en fait. Ouais. Et c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à prendre. Non, dans cette en polémique-là. fait, le problème, c'est qu'ils se sont trop basés sur leurs acquis en disant on a des tarifs préférentiels, on accompagne les enfants seuls, il y a des nurseries, mais encore une fois, ça répond vraiment à la base du besoin de sécurité et des besoins physiologiques de l'enfant. Heureusement qu'il y a des tables à langer pour changer des bébés, tu vois, j'ai envie de dire, c'est vraiment la base. Moi, je trouve que le problème, c'est qu'ils se sont pas mis dans une optique d'avancée et d'innovation, tu vois, pour les familles. En fait, on sent vraiment que c'est à deux vitesses. C'est qu'on continue de privilégier, bon là, en l'occurrence, les travailleurs qui ont besoin de silence, de confort, etc. Mais en parallèle, on pense pas aux besoins des familles, des enfants. Et je trouve que ça va dans le sens de ce que je disais avant, c'est que on a vraiment l'impression que l'enfant, c'est un peu la dernière roue du carrosse, et donc des familles. Et je trouve que c'est dommage, puisqu'ils auraient vraiment pu se saisir de cette opportunité pour dire bon bah très bien, on vous a entendu, évidemment que les enfants sont la bienvenue dans les trains, mais allons plus loin. Et moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que en fait, on a beaucoup parlé dans cette polémique, par exemple, des wagons ludiques, des wagons de jeux. On a vu ces magnifiques vidéos sur les réseaux sociaux qui font rêver, des wagons en Suisse, des wagons en Finlande. Et ça, évidemment, que c'est des énormes aménagements, que c'est très coûteux et qu'on comprend que la SNCF a aussi des enjeux de rentabilité. Mais je pense qu'il y a des petits pas à faire qui ne demandent pas des investissements énormes et qui changeraient totalement l'expérience client des familles. Tu vois, on donne souvent cet exemple du wagon-bar, qui est un moment assez délicat quand on a envie, par exemple, avec son bébé qui pleure, de réchauffer le biberon, mais on sent très bien qu'on ne peut pas dépasser la queue, donc le bébé pleure encore plus fort. Donc, il y a encore ce problème de calme, tu vois, qui est recherché par les autres adultes. Si seulement, tu vois, on transformait nos usages à ce sujet, si tu vois, avec de la signalétique, en disant, bah là-dessus, laissez passer le bébé qui a besoin de boire, ou l'enfant qui a besoin de réchauffer son plat. Même sur les nurseries, tu vois, souvent elles sont au-dessus des toilettes, c'est pas hyper hygiénique. Ou même mettre à disposition des petits jeux, tu vois, des coloriages, ou créer des partenariats même avec des marques. Je sais qu'ils l'ont déjà fait une fois avec Bayard Jeunesse, d'organiser des temps de lecture à voix haute d'histoire. Je pense que vraiment ça changerait la face, ça changerait vraiment l'expérience pour les familles. Et là-dessus, je veux vraiment citer le travail de Aurélie, qui a créé l'association Place de l'Enfance, qui a énormément travaillé sur ces sujets-là et qui est pleine de ressources sur la manière, en effet, dont on peut repenser les espaces pour qu'ils soient plus inclusifs pour tous. Et puis, tu citais là les wagons en Finlande, en Suisse. On a vu vraiment ces vidéos, ça fait rêver. Tu l'expliques bien, ça a un coût, donc ça peut pas, si ça devait être mis en place, se faire tout de suite. Mais en revanche, il y en a aussi plein qui ont montré les trains en Inde, en Turquie, dans d'autres pays, dans d'autres continents, où en fait, simplement la place de l'enfant est vue différemment, est beaucoup plus accueillante. Et donc, en fait, il n'y a pas les aménagements dont on parle là, mais il y a des adultes autour qui sont
j'ai même pas envie de dire tolérants, mais qui ont conscience que ce sont des enfants et que c'est OK, en fait, et qui sont là, des trains au Maroc. Enfin, j'ai vraiment des images en tête sur les réseaux sociaux de gens qui ont sorti leurs archives pour dire, regardez, ailleurs, c'est possible que ça se passe bien, en fait. Oui. Et on utilisait souvent l'exemple, tu vois, aussi sur les réseaux sociaux, on m'en a beaucoup parlé, sur l'expérience dans les restaurants avec son enfant. En fait, c'est fou comme... En fonction de comment est formé, sensibilisé le personnel, on peut vivre une expérience totalement différente. Je pense que tu l'as toi-même vécu. Quand tu arrives dans un restaurant où tu sens que tu n'es pas du tout accueilli avec tes enfants, qu'ils sont vraiment pas heureux de voir des enfants, versus un restaurant où les serveurs vont par exemple tout de suite proposer de prendre la commande des enfants, parce qu'ils savent que c'est difficile pour des enfants d'attendre, etc. Et c'est pour ça que mon point, moi, c'est de dire que c'est pas uniquement une question d'aménagement, c'est aussi beaucoup une question de formation, de sensibilisation du personnel, des adultes, sur ce qu'est un enfant. Je dis juste ce que j'ai cité, c'était les contes de Parisian Avor et du Mois d'Or qui ont montré tout leur voyage, si ça vous intéresse d'aller voir, parce que c'est chouette aussi de se rendre compte comment c'est fait dans d'autres cultures, pour se dire, ah oui, peut-être qu'en France, on a encore des choses à apprendre sur l'accueil bienveillante des enfants, et juste se dire qu'ils font partie de notre société. Et c'est ça que tu as voulu beaucoup souligner, c'est que c'est un groupe social et que l'exclure, c'est pas OK. Et ça, il y a beaucoup de gens encore qui ont du mal à le concevoir en tant que tel. Tout à fait. Déjà, j'aimerais le rappeler que de toute façon, d'après la loi, c'est une discrimination. On n'a pas le droit d'exclure, on n'a pas le droit de faire de l'exclusion basée sur l'âge, mais malheureusement, c'est encore largement toléré, les enfants, puisqu'ils sont vus, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais comme peut-être un groupe social à part, tu vois, peut-être même inférieur, et que donc on se permettrait, tu vois, dans ces cas-là, de même dépasser la loi. Et en effet, moi, c'est ce que je dis beaucoup, c'est que c'est vraiment une question sociétale. C'est que si on continue à exclure les enfants, comment est-ce qu'on va leur transmettre les règles du bien vivre, du lien social et même du lien intergénérationnel? Puisque si on tend et si on va à fond vers cette tendance No Kids, on va tendre en fait vers une société où on va être fragmenté, segmenté en fonction des âges. Et les enfants, moi déjà, je le répète toujours, c'est que je pense qu'ils ont beaucoup plus à nous enseigner qu'on ne le pense, que ce soit à travers leur vitalité, leur enthousiasme, leur joie de vivre, leur curiosité immense. Mais c'est aussi, en effet, des adultes en devenir. Et si on ne leur transmet pas tout ça, quels adultes ils deviendront? Et moi, personnellement, j'aspire beaucoup plus à un idéal de société où on renoue avec ce vivre ensemble, avec cette cohésion sociale, plutôt que à cet individualisme qui nous pousse à un repli sur soi et qui, malheureusement, nous coupe des autres et de l'altérité. Et qui fait aussi qu'on compartimente, c'est ça, les personnes âgées, on ne veut plus les voir dans l'espace public. On va ne tolérer que en fait, les personnes dites socialement acceptables, mais à quel prix et de quelle manière, qui sont les adultes, plutôt des hommes blancs d'ailleurs, parce qu'il y a ça aussi, il y a quand même ce biais, c'est agaçant, la norme c'est quelqu'un de bien, c'est un homme blanc en costard-cravate. C'est un peu ça, non? Ouais, et c'est très drôle parce que d'ailleurs, sur les différents plateaux que j'ai faits sur le No Kids, donc souvent c'était organisé en débat, donc il y avait moi plutôt l'anti-No Kids, et de l'autre côté les plutôt pro-No Kids, ou en tout cas pro-classe qui exclut les enfants là, dans le cadre de la SNCF, et j'étais toujours face à un homme blanc, âgé. Je me disais, c'est vraiment cliché, la femme qui se bat pour l'enfance face à l'homme blanc, costard-cravate, cheveux grisonnants, qui ne cesse de répéter que les enfants aujourd'hui sont insupportables et que les parents ne savent pas les tenir, et que donc c'est une suite logique qu'ils soient maintenant exclus des trains. C'est triste, hein, mais je me disais, j'aurais pu en faire un mème, tu vois. Et qu'est-ce que tu réponds? Moi, sur ce sujet de l'enfant insupportable, c'est très compliqué pour moi de ne pas être dans l'émotionnel, parce que je trouve que déjà, on ne se rend pas compte du poids des mots. Continuer à répéter et à faire des généralités qui sont extrêmement négatives. Moi, je suis persuadée que c'est des clichés qui abîment directement les enfants et qui fragilisent, encore une fois, les parents qui ont l'un des métiers les plus difficiles au monde. Et les stats le disent, les parents aujourd'hui se sentent dépassés, épuisés, et face à une perte de repères éducatifs, puisqu'ils ne cessent d'entendre des injonctions totalement contradictoires d'un point de vue éducatif, tout en leur disant qu'en plus ils font mal leur travail et que leurs enfants sont de toute façon moins bien élevés qu'avant. Et moi je trouve ça extrêmement problématique. Et encore une fois, je pense aussi qu'il faut élever le débat et cesser de ne faire des enfants qu'une affaire d'éducation. Les enfants, c'est aussi une affaire
affaire sociétale, c'est une affaire là typiquement d'aménagement d'espace. Les enfants ne sont pas des mini-adultes, ils ont des besoins physiologiques, comme tu le disais, de bouger, de jouer, de parler fort. Et donc, pensons aussi les espaces pour eux. Est-ce que on peut se permettre aujourd'hui d'être une société no kids? Tu vois, ça a quelles répercussions réelles si on va dans cette tendance? J'ai entendu plusieurs phrases comme ça dans les médias. Moi je pense que c'est vraiment tendre vers une société malade. Les mots sont forts, mais vraiment, je pense qu'une société qui n'est plus accueillante pour les enfants et les familles, une société qui rejette sa source première de vitalité, c'est une société profondément malade. Je pense que c'est une société qui se coupe du lien intergénérationnel qui est si essentiel. Je pense que ça a des impacts non négligeables sur la question de la dénatalité, comme on en parlait. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a toujours un désir d'enfant, mais les adultes font moins d'enfants que ce qu'ils désireraient parce que les conditions aujourd'hui ne sont pas favorables pour élever un enfant. Et donc, c'est toutes les contradictions dans lesquelles nous sommes. C'est qu'on nous dit « faites des enfants », mais en revanche, on ne veut pas de leur enfance. Et je trouve ça assez frappant en plus quand on se dit qu'on a tous été enfants. Je trouve qu'on fait face à une société malade et presque, tu vois, schizophrène quant aux personnes qu'on était il y a quelques années. Je trouve que c'est fort ce que tu dis. On veut des enfants dans notre société, mais on ne veut pas de leur enfance. Tu vois, quand tu le dis comme ça, on a tous été enfants, on a tous été enfants, on a tous vu un moment des adultes être durs envers nous, se sentir rejetés, se sentir pas compris. On a toutes et tous vécu ce moment de vulnérabilité face à un adulte. Et on a tous des blessures d'enfance. Exactement. Et je trouve ça fou qu'on n'arrive pas à accéder à cette part-là de nous, en fait. Non. Et qu'on n'arrive plus à le voir. Comment est-ce que t'expliques ça? C'est une vaste question. Je pense qu'en effet, pour beaucoup, l'enfance n'a pas été respectée. La flamme de l'enfance n'a pas été suffisamment choyée et donc on s'est un peu coupé de ce passé. Et en même temps, on parle souvent de l'enfant intérieur. C'est que je pense qu'on a tous cet enfant intérieur, mais qu'on y a tous très difficilement accès. Parce qu'on nous a souvent dit, mine de rien, dans un pays où l'héritage culturel éducatif est très autoritaire et malheureusement violent, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est plus de 80% des parents qui disent encore utiliser les violences éducatives ordinaires sur leurs enfants. Je pense que voilà, toute cette violence à laquelle on fait face quand on est enfant, malheureusement, nous mettent dans des schémas où on se coupe de cette empathie à l'égard de l'enfant qu'on était et des enfants autour de nous. Et qu'est-ce que tu réponds quand sur les plateaux télé, on t'a beaucoup posé cette question, que les enfants d'aujourd'hui sont plus insupportables et moins bien élevés qu'avant? Ouais, non, mais en fait, déjà, moi, j'aime beaucoup les chiffres. Donc, déjà, j'ai envie de leur répondre, mais sur quelles statistiques est-ce que vous vous basez? Enfin, c'est vraiment de l'ordre d'une généralité, d'une appréciation hyper subjective. Moi, je réponds que, déjà, il faut le rappeler, et encore une fois, c'est triste, mais les enfants sont parmi les plus vulnérables de notre société et sont les premières victimes de violences. Et on me disait, mais on ne voit pas de continuum entre les violences et le fait qu'ils soient exclus. Évidemment que ça a un lien. Si on se permet d'exclure des enfants et donc de se dire qu'ils ont droit d'être traités de manière différente des autres parce qu'ils sont à part, c'est aussi légitimer, banaliser une forme de violence et les mots ont toute leur importance. Dire que les enfants sont insupportables dans un pays où les enfants sont tant victimes de violence, moi j'ai vraiment encore du mal à le comprendre. Tu vois, encore une fois, ça fait partie des très nombreuses contradictions qu'on a vis-à-vis de l'enfance. On est en ce moment dans un contexte d'élection municipale et j'ai une fille qui a 8 ans et demi et donc qui voit les panneaux et qui me dit « Mais maman, pourquoi nous, on n'a pas le droit de voter ?» Parce que je lui ai expliqué ce que c'était les élections municipales, que c'est la ville et que c'est les décisions qui sont prises pour son quotidien à elle. Et elle était vraiment interloquée de se dire « Mais comment ça se fait que moi, qui vis là et que je suis une enfant et je peux pas... participer à la vie de ma ville. Et je dis, mais c'est une super remarque, t'as raison. Ça devrait être génial qu'il y ait
un endroit où, à partir d'un certain âge, peut-être, vous puissiez aller dire moi, j'ai envie de voter pour ça parce qu'il y a ça. Ouais. Ou, en tout cas, que vous ayez une parole qui soit entendue, puisque vous vivez comme nous dans la ville, en fait. Et ça, j'invite vraiment les auditeurs à écouter, à lire le livre de Clémentine Beauvais pour le droit de vote dès la naissance, qui est absolument passionnant. Il y a de plus en plus de chercheurs, de penseurs qui s'intéressent à cette question. Et alors là, encore une fois, ça crée des débats très polarisés. Je pense qu'en effet, c'est aussi pour ça que je dis que l'affaire de la SNCF est une belle opportunité. C'est qu'au-delà du traitement et de la manière dont on s'occupe des enfants, comme l'a illustré cette affaire SNCF, c'est que ça pose toutes les questions de la participation des enfants dans notre démocratie. Moi, je trouve qu'il y a de belles initiatives qui sont en train d'être mises en place dans certaines villes. Tu vois, tu as notamment la métropole de Lyon qui a mis en place de nombreux conseils municipaux d'enfants. On a ça aussi dans l'agglomération de Bordeaux. Génial. Il y a certaines mairies qui le font. Voilà. Et en effet, on sent qu'il y a de plus en plus de volonté, tu vois, de la part des élus d'utiliser ces véhicules-là pour vraiment montrer aux enfants que ce sont des citoyens à part entière. Parce que moi, c'est cette phrase de Marion Couer que j'adore, c'est qu'elle dit qu'on a tendance à voir les enfants uniquement comme des objets d'éducation, alors que ce sont des sujets de droit. Et les enfants sont des personnes à part entière dans notre société, ce sont des citoyens à écouter. Et moi, je suis certaine que qu'ils ont une voix extrêmement créative et extrêmement sensée pour nous aider à construire un monde meilleur. Donc je comprends que ta fille ait ces raisonnements-là. C'est la pédopsychiatre Laïla Benoît aussi, qui, dans son livre Enfantisme, évoque ce droit de vote et cette incompréhension de leur enlever un droit fondamental jusqu'à leurs 18 ans, alors qu'ils font partie de notre vie quotidienne et qui subissent en fait nos décisions. Totalement. Malheureusement. Qui ne sont pas toujours bonnes, pas toujours à leur avantage. Ouais. Quand on s'est appelé pour préparer l'interview, on était d'accord aussi sur le fait qu'on parlait de ce réarmement démographique sans en donner vraiment les moyens aux parents, et qu'il y a une réalité pour tous ces gens qui veulent une société no kids. C'est qu'il y a un moment, il faudra payer leur retraite. Ouais. C'est qu'il y a un moment, il faudra être là pour eux. Et si on a passé notre vie à leur dire « vous n'êtes pas les bienvenus, on n'a pas envie de vous », quels adultes ils vont pouvoir devenir ? C'est sûr qu'il y a un énorme enjeu économique sur la baisse de la fécondité qui est totalement d'ailleurs inattendue, et la France était l'exception parce que c'est une baisse généralisée dans le monde, mais maintenant la France fait partie de cette marée descendante, c'est l'expression qui est souvent utilisée, de la dénatalité. Ça va avoir des répercussions économiques extrêmement importantes, et c'est là où on voit qu'on fait face à de nombreuses contradictions, et je pense qu'il faut qu'il y ait un véritable sursaut politique, tu vois, à ce sujet. C'est que évidemment que ça reste une décision qui est extrêmement intime et il faut qu'elle reste personnelle, mais encore une fois, comme je te le disais, il y a une véritable déconnexion entre le désir d'enfant et la fécondité réelle, puisque aujourd'hui, de nombreux chercheurs sont en train de travailler sur le sujet, et je vous invite vraiment à lire le livre Les balançoires vides, qui est très étayé à ce sujet. Mais en fait, aujourd'hui, les adultes font moins aussi d'enfants parce que les conditions pour en faire sont extrêmement difficiles, les difficultés de logement, de pouvoir d'achat. Tu vois, notre génération par rapport aux générations du dessus, le fait de devenir propriétaire de son bien immobilier, on a reculé de presque 10 ans. Il y a aussi la question du système de garde, etc. Du ralentissement des carrières pour les femmes. Voilà, du ralentissement des carrières pour les femmes. Donc, il y a un énorme enjeu économique. Et donc, je me dis, au moins, la belle opportunité que représente cette baisse de la natalité, puisque je pense qu'en effet, elle a des répercussions économiques et politiques extrêmes, c'est que, du moins, j'espère que ça va nous permettre de transformer le quotidien des familles pour se réconcilier avec ce désir d'enfant qui est toujours là, mais malheureusement difficilement réalisable pour certains. On a glissé vers une société qui tolère de moins en moins l'enfance dans son état le plus pur et innocent. Comment on réconcilie une société pour que justement on revoie l'enfant avec des nouvelles lunettes et de se dire c'est un moment merveilleux et on doit le protéger?
Dis donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que déjà, le volet des violences, je pense que c'est extrêmement important qu'on sensibilise davantage sur cette loi de 2019 qui interdit les violences éducatives ordinaires, puisque malheureusement, trop d'adultes méconnaissent cette loi et elles ont des répercussions, et les violences ont des répercussions immenses sur les enfants. Et non, je vais passer à une autre idée. Il y a le soutien à la parentalité, qui me paraît essentiel pour retrouver cette place harmonieuse des enfants dans notre société. Il faut aussi prendre soin des parents et notamment des mères. En ce qui concerne l'espace public, je pense qu'il faut vraiment réinventer nos espaces pour qu'ils soient davantage à hauteur d'enfants. Et alors là, c'est notamment dans nos villes, de faciliter pour les enfants le fait de se déplacer, de circuler librement. La stat, c'est que dans les années 80, un enfant de CM2 sur 2 se déplaçait seul pour aller à l'école. Aujourd'hui, pour un enfant de 8-9 ans, c'est même pas un enfant sur 10. Donc les enfants sont totalement sédentarisés et on sait en plus tous les impacts que ça a sur la santé, que ce soit le taux d'obésité qui a énormément augmenté, et le fait que du coup ça les surexpose aux écrans puisqu'ils sont davantage en intérieur qu'en extérieur, etc. Moi je crois aussi beaucoup dans le fait de faire entendre leur voix, donc comme on le disait tout à l'heure, qu'il y ait une véritable participation politique de la part des enfants. On ne le sait pas, mais les enfants par exemple, ils ont le droit de créer des associations si on les sensibilisait davantage, tu vois, sur ces manières de s'engager, sur le fait d'avoir confiance en leurs opinions, etc. Je pense que c'est essentiel. Et après, sur le volet culturel, je pense aussi beaucoup dans le fait de réécrire nos récits collectifs autour de l'enfance. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à transformer sur la manière dont on parle des enfants. Tu l'as dit, ces mots qui sont souvent utilisés, insupportables, etc. Écoutons vraiment les enfants et je pense que ce seront les plus beaux ambassadeurs de ce que c'est la réelle beauté de l'enfance. Et à ce sujet, je me permets un petit instant promo puisque je m'apprête à lancer la première conférence spectacle type TEDx des enfants avec l'association du Coffrade qui va avoir lieu le 6 juin au Théâtre de la Bastille. Et donc, il y a une dizaine d'enfants qui vont monter sur scène, Génial. Âgés entre 6 et 18 ans. Et ça, j'y crois beaucoup aussi, le fait de remettre l'enfant au centre. De la scène. Et là, en l'occurrence, de la scène. Clairement. Tu viens à Bordeaux le faire ? J'aimerais bien. Ce serait génial. Ouais, tu m'as perturbée, j'avais ma question et je réfléchissais à ce que tu proposais qui était génial. Si, dans ma question précédente, c'était comment on fait pour que la société soit à nouveau accueillante envers les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à jouer sur l'intergénérationnel dont tu parlais tout à l'heure, de remélanger tout le monde dans d'autres espaces, au-delà de leur donner un espace à eux, aux enfants. Tu vois, j'ai vécu en Espagne, c'est impressionnant les places, alors dans l'Espagne du Sud, en Andalousie. C'était impressionnant. Tous les soirs, les enfants étaient dans la rue avec les personnes âgées. Enfin, c'était vraiment ce mélange des communautés, des âges. On le voit plus trop en France. Non. Je pense qu'il y a eu des périodes où il y avait ce type de mélange, mais aujourd'hui, moi, ma fille, il faut qu'elle sorte avec sa classe pour aller à l'EHPAD et aller rencontrer des personnes âgées parce qu'on cherche à retisser des liens, mais c'est vrai qu'on a perdu peut-être ça. Ouais, on a perdu de ça et je pense que tu vois, le fait qu'on les voit moins dans l'espace public, ça joue énormément parce que... Les enfants. Oui, et du coup, comme... Oui. Et et tu vois, j'aime beaucoup moi le travail de Francesco Tonucci qui a travaillé sur les villes à hauteur d'enfants. Et tu vois, notamment pour faciliter la liberté et l'autonomie des enfants en ville, ils ont formé, parce qu'ils ont fait des expérimentations en Italie dans la ville de Fano, où en fait ils ont formé des gendarmes, des commerces pour être amis des enfants, tu vois, au cas où l'enfant se perdait, etc. Et j'extrapole en fait cette idée, si seulement on devenait tous, tu vois, plus facilement amis des enfants, je pense qu'en effet, ça remettrait beaucoup de joie, et notamment sur le lien personnes âgées et jeunes enfants. Je voyais, je pense que c'était hier sur les réseaux sociaux, une info qui disait que maintenant, dans les EHPAD, on mettait des poupées pour recréer de la joie, et on se dit c'est quand même fou, on est obligé de mettre des poupées, pourquoi ne pas mettre des enfants, enfin c'est quand même triste, tu vois, d'en arriver là. Et je pense qu'en effet c'est essentiel, et je sais pas ce que ta fille elle en dit, mais moi des témoignages que j'ai d'enfants qui rendent visite aux personnes âgées, c'est des moments absolument hors du temps et exceptionnels, à la fois pour les enfants et pour les personnes âgées.
Moi, c'était marrant. Elle me disait, c'est génial, c'est trop drôle, mais des fois, ça sent pas très bon. Je pense qu'il y a une odeur aussi un peu médicale oui. Dans les EHPAD et que c'était compliqué pour eux. Ouais, et t'as des initiatives de crèches intergénérationnelles aussi qui se créent. Exact. Et d'ailleurs, tu vois, dans le livre Les balançoires vides, il y a dans les propositions qui sont faites, parce qu'en fait, tout le problème aussi de la dénatalité, c'est qu'il y a une vraie perte de main-d'œuvre, et on le voit déjà dans les métiers du soin, dans les métiers de l'éducation, etc. Et il est proposé, par exemple, qu'on investisse en fait les retraités pour, tu vois, tous ces métiers du soin, d'aide aux enfants, etc. Et je suis certaine qu'il y a certaines personnes âgées, tu vois, qui adoreraient être plus au quotidien en lien avec des enfants. Ma mère, elle lit dans les associations aux enfants dans les écoles. C'est vrai qu'ils peuvent faire ça. Pardon, maman, tu n'es pas une personne âgée, mais à la retraite, qui font ce genre de choses. Et tu parlais aussi de l'espace public, enfin les villes. Moi, j'habite à côté de Bordeaux. C'est vrai que Bordeaux, il y a certaines rues, on appelle ça la rue aux enfants. Alors, c'est pas encore partout, mais en tout cas, il y a certains jours, certains moments de l'année où aucune voiture ne peut passer, notamment souvent à côté des écoles, où ils ont ça. C'est pas encore partout. Non. Mais ça devrait être une initiative. Je sais qu'à Lille, il y a ça. Il y a des grosses mairies qui ont mis en place ce type de volonté de pouvoir créer des lieux sécurisés, en fait, pour que les enfants aillent dehors. Est-ce qu'on a des... Tu sais, toi, tu as interviewé, je crois, quelqu'un sur ce thème-là. S'il y a des retours de parents, qu'est-ce qui ressortait de ça ? Ce qui est sûr, c'est que ça permet de redonner de l'espace aux enfants, et ça leur permet de regagner en autonomie, notamment pour avoir accès aux écoles. Il y a plein d'autres choses, tu vois, qui sont expérimentées aussi, qui sont géniales sur le fait de remettre les enfants au cœur des villes. C'est notamment tout ce qui est autour des aires de jeu. Ça aussi, c'est un sujet qui anime les foules, puisque malheureusement, pour beaucoup de parents, les aires de jeu, c'est pas le moment le plus appréciable, parce que c'est extrêmement... c'est pensé pour le jeu des enfants, mais pas du tout pour le répit et le bien-être des parents. Et malheureusement, en France, tu vois, on a une manière de concevoir les aires de jeu de manière très normée, très sécuritaire. Moi, j'ai voyagé à Stockholm cet été, et c'est fou la différence entre les aires de jeu suédoises. Non, mais déjà, moi, je m'en étais pas réellement rendu compte, tu vois, mais dans les aires de jeu, tu as très peu d'éléments naturels en France. Ah, mais non. C'est complètement t'as pas le droit. Il me semble que les arbres ils coupent leurs branches, exactement. Les enfants grimpent. T'as pas le droit à certains arbres et tout, alors que en Suède tu retrouves tout ce vivant, etc. Et rien que ça, c'est fou ça. Je trouve que non seulement ça répond à des besoins émotionnels, physiologiques de l'enfant. Enfin, on le sait, les enfants, ils adorent la nature. Mais même pour nous, tu vois, pour les adultes, tu passes un moment bien plus appréciable quand tu es dans un espace vert, vivant. Là, en plus, eux, c'est l'étape du dessus. Tu as même des petits cafés pour que les parents, tu vois, puissent boire une boisson chaude, etc. Donc, tu as ça aussi, je trouve, qui joue dans le fait d'avoir des espaces qui soient vraiment mieux pensés pour les enfants. C'est que c'est aussi autour du jeu. On sait que c'est fondamental pour l'enfant, que ce soit plus adapté à leurs besoins. Ouais, ça va falloir que quand on refait les aires de jeu dans les mairies, on consulte les bonnes personnes. Clairement. Et ça, je vous invite à regarder le magnifique travail des enfants dehors. Ils ont une magnifique aire de jeu. Je rêve d'y aller à Montpellier, où c'est 100% que des éléments naturels. Les enfants jouent avec de la boue, avec les flaques d'eau. Et à ce qui paraît, c'est assez exceptionnel. Et il y a aussi un livre génial qui s'appelle Les enfants dans la nature, qui fait un peu l'état des lieux de toutes les initiatives en Europe, notamment, où on fait classe dehors, où on aménage l'espace pour la nature, pour les enfants. Et quand ça change tout, on fait ça. Et on n'y est pas encore chez nous, mais bon, on peut s'en inspirer. Qu'est-ce que tu dirais que tu as retenu de la philosophie que tes parents ont mis en place pendant toute ton éducation, qui aujourd'hui te sert et te sert aussi à connecter un peu tout ça, tu vois ? Donc, comme je le disais, ils ont créé une école avec la pédagogie Montessori, en s'inspirant du travail de Maria Montessori, tout en l'actualisant, tu vois, avec les enjeux de notre temps. Moi, tu vois, dans ma scolarité, j'ai eu énormément d'enseignements artistiques, sportifs. J'ai eu la chance d'évoluer aussi dans un environnement avec plusieurs langues. Donc, tu vois, ils ont quand même fait certaines réadaptations, mais au final, ils se sont quand même toujours basés sur
sur ce travail presque philosophique, tu vois, de Maria Montessori. Et vraiment, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à lire L'enfant de Maria Montessori. C'est absolument magnifique. Puisque au-delà de la pédagogie, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que Maria Montessori, c'est avant toute chose une philosophie. Il y a beaucoup de choses à dire sur la vision qu'elle avait de l'enfant, mais je pense que tout d'abord, moi, ce que je trouvais exceptionnel, c'est tout ce qu'elle dit autour de la posture de l'adulte. Vraiment, elle invite les adultes à sortir de cette posture du sachant, du tout-puissant, pour vraiment se mettre dans le rôle du guide, de l'observateur. Moi, c'est ce que j'adore avec Maria Montessori, c'est que pour elle, en fait, l'enfant a déjà tout et le parent sert presque, tu vois, juste de porte-avions, tu vois, pour faire décoller tout le potentiel, tous les talents de l'enfant. Donc ça, je trouve ça assez exceptionnel. Je trouve qu'il y a aussi cette notion de confiance envers l'enfant et de regarder son enfant tel un être compétent. Et donc de vraiment respecter toute sa singularité. Comme je te le disais au début, c'est vraiment la phrase de Maria Montessori, c'est « apprends-moi à faire seul ». Et donc c'est vraiment donner toutes les clés pour que l'enfant continue à se faire confiance, tu vois, en ses propres capacités. Et après, moi, il y a plein de citations de Maria Montessori que j'ai gardées, mais elle vraiment, tu vois, sur cette notion de cause de l'enfance et de révolution de l'enfance, elle était en plein là-dedans. C'est cette phrase, moi aussi, de Nelson Mandela que j'aime beaucoup. La manière dont on élève nos enfants dit beaucoup de choses de la manière dont notre société fonctionne, tu vois. Et elle était tout à fait là-dedans. C'était vraiment faire de l'enfance le cœur du projet d'une société. Et là-dessus, je trouve ça dingue puisque c'est encore tant d'actualité, malheureusement, de faire évoluer tout ça. Ouais, et puis elle dit aussi, je crois qu'on parle trop d'être un tout petit peu plus en recul. Et c'est vrai que sur les plateaux télé où tu as été invitée, y avait-il des enfants ? Ben non, c'est terrible. Est-ce qu'on leur a posé la question ? J'ai même pas osé le dire parce que je me suis dit déjà, on était tellement dans le cliché de la femme face à l'homme âgé, blanc. Je me suis dit, si là en plus je leur demande de venir avec un enfant, vraiment... je vais me faire mal accueillir. C'est ça. Et je trouve que c'est vrai que moi, ça m'avait marqué. J'ai fait quelques journées de formation sur la pédagogie et sur ce que tu disais, la philosophie. Et ça m'avait marqué de me dire, effectivement, je parle beaucoup à mes enfants. Je donne beaucoup trop d'ordre, beaucoup trop d'orientation. Et en fait, je les façonne. En fait, je leur laisse pas être qui ils ont envie d'être et comment ils ont envie de le faire, en fait. Et c'est très dur, des fois, en tant que parent, de lâcher. Ouais, c'est dur. Bien sûr. De prendre du recul. Bah oui. Mais une fois qu'on nous le dit, oui. Tu vois, et en même temps, on n'a pas été éduqués comme ça, donc évidemment, quand on Et ouais, c'est vraiment cette question d'auteur d'enfant. Elle a été assez dingue. Moi, c'est vrai que je me dis tout le temps, mais c'est fou, comme tous nos espaces, et rien que l'espace privé. Alors aujourd'hui, malheureusement, en termes de logement, on vit dans des espaces souvent assez réduits, mais comme rien n'est pensé à hauteur d'enfant. Et là-dessus, tu vois, j'adore tout ce qu'elle propose, tu vois, que ce soit la tour d'observation, les lits au sol, etc. C'est permettre vraiment à l'enfant d'être autonome. Et c'est vrai que quand tu donnes toutes les clés de l'autonomie à l'enfant, déjà, moi, je trouve qu'il apprend extrêmement vite. Et en plus, tu le sens vraiment heureux de faire par lui-même. Est-ce que tu penses que l'innocence, la joyeuseté, c'est ça comme ça, la joie, ouais, j'ai envie de dire leur essence joyeuse et leur façon de découvrir le monde à chaque fois avec émerveillement, ça pourrait aussi infuser notre société de manière positive, tu vois. Tellement. On brise ça un peu. Je pense que c'est ce qui est triste, c'est quand on devient adulte. En effet, on brise tout ça. En fait, c'est des choses qu'on a innées en nous. C'est des trésors de l'enfance. André Stern, il parle des dispositions spontanées de l'enfant, l'enthousiasme, etc. Tu vois, c'est le jeu, l'enthousiasme, c'est le premier moteur de l'apprentissage. Et je ne sais plus quelle est la stat, mais André Stern, il en parle souvent. C'est qu'un enfant, c'est peut-être 10 moments d'enthousiasme par jour, alors que nous, adultes, pour le même niveau d'enthousiasme, c'est peut-être 3-4 par an. Tu vois, c'est super triste. Et je pense que c'est pas... c'est souvent, on pourrait me critiquer que c'est peut-être un peu trop bisounours, tu vois, de penser comme ça. Mais moi, je pense que vraiment pas. On vit des temps, tu vois, extrêmement compliqués d'un point de vue géopolitique, politique, collectif. Et on vit une vraie période de transition, moi je l'espère, et je suis certaine qu'on a besoin de tout ça pour tendre vers cette société un peu plus apaisée, humaine et juste.
S'il y a des gens qui nous écoutent, des RH, des grandes sociétés, j'ai quand même une grande partie de gens qui travaillent dans des grandes entreprises. Comment on peut aussi influencer directement, parce que tu fais des conférences en entreprise pour aller sensibiliser à ces sujets, et c'est super important. C'est quoi notre premier levier ? Je pense que déjà, il y a un énorme levier sur la parentalité en entreprise. Alors, il y en a certaines qui commencent à avancer sur le sujet, mais à mon sens, en France, c'est encore trop lent. Tu vois. D'ailleurs, on voit qu'on revient beaucoup sur les décisions de télétravail, alors qu'on sait que souvent le télétravail, ça permet de limiter le temps de transport pour les parents qui travaillent et donc de faciliter la gestion de la vie professionnelle, de la vie familiale. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi autour de la flexibilité des horaires. C'est encore souvent très mal vu en France de partir à 17h. On va souvent nous faire la remarque de « t'as posé ton après-midi » pour aller chercher plutôt son enfant. Et ça, toutes les études le disent. Un parent qui est épanoui, qui sent qu'il a du temps de qualité avec son enfant, c'est un parent qui sera plus performant en entreprise. Et donc, il y a vraiment un levier autour des politiques, en effet, de parentalité. Après, autour des congés, évidemment, à l'arrivée d'un jeune enfant. Certaines entreprises, parfois, permettent à ce que les pères, notamment, aient des congés plus longs qu'actuellement, ce qui est possible et ce qui est aujourd'hui encadré par la loi. Mais donc, je pense qu'en effet, c'est tous ces leviers autour de la parentalité pour vraiment faciliter le quotidien des parents, parce que l'entreprise a de toute façon un impact sur l'enfance, et on a tendance à se dire mais non, l'entreprise est très éloignée des enfants, mais en fait pas du tout. Les parents qui aujourd'hui se sentent dépassés, c'est aussi beaucoup dans la difficulté de concilier les deux en même temps. Et moi, je ne crois pas à cette histoire de la vie professionnelle d'un côté et la vie personnelle de l'autre. Tout est tellement lié. Quand tu as un enfant qui est malade et que tu dois continuer à travailler alors qu'en parallèle, tu dois tout chambouler, toute ton organisation dans la journée, évidemment que ça empiète sur ton travail, évidemment que tu vois, ça empiète sur les deux. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment arrêter de fragmenter ces deux vies. De toute façon, elles sont intimement liées. Et il y a cette phrase que j'aime bien, c'est on nous demande de travailler comme si on n'avait pas d'enfants, et on a des enfants, on doit s'occuper d'enfants comme si on n'avait pas de travail. Et donc, je pense que les entreprises, au contraire, elles ont un rôle immense à ce sujet. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. J'espère qu'on a fait un beau travail d'essayer de convaincre des gens qui sont déjà convaincus. Ouais, je sais, si vous nous écoutez, vous êtes plutôt convaincus. Mais quand même, peut-être vous pouvez envoyer cet épisode à des gens dans votre entourage qui sont à fond pour le No Kids, pour leur faire comprendre des degrés de lecture aussi que parfois on n'a pas, de prendre un petit peu de recul. Les enfants, c'est quand même la catégorie de la population la plus martyrisée, je vais le dire comme ça, qui souffre le plus de violence. Et donc, peut-être qu'il faudrait les considérer comme tels, des enfants qui ont besoin qu'on les protège et qu'on s'occupe d'eux. Et qu'on change de regard. Ouais, comme il faut, comme ils le méritent. Comme nous, on l'aurait mérité. Bah oui. Et je confirme encore une fois, Stéphanie, tu es très adaptée à la vie de tous les jours, malgré ce qu'on t'a dit. Je vais le dire à mes parents. C'est bon, ils ont réussi. Merci encore. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.